Ok, je vais sortir un nouvel album. Mais avant, faut qu'on revoie les bases. Je vais faire une vidéo simple où je vais dire des trucs simples. Parce que vous êtes trop cons. Simple, basique. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube de Martin Eden. Et aujourd'hui, ça sera un très gros morceau. C'est un épisode simple, basique. En soi, ce n'est pas dingue, mais ce sera un très gros morceau. Parce que tu l'auras vu dans la vignette, copain, copine, on va parler de l'alpha et de l'oméga, de la hantise des divers réactionnaires, et tu l'as compris d'ailleurs par rapport au fond, l'illustration que j'ai mise avec Soral, etc. Bon, je pense que je vais mettre les hashtags, je vais mettre tous leurs blases en hashtag, rien à foutre, putaclic, allez, on y va. Donc enfin, on va parler de la hantise des divers réactionnaires, enfin des réactionnaires de tous bords, qui est mai 68. Mai 68. Alors, mai 68, si vous voulez, j'étais... bon, là, on est dans l'intro, hein, camarades, ou moins camarades, d'ailleurs, peu importe. Mai 68, si vous voulez, j'ai un ancien soralien, dès qu'on m'évoque... comment dirais-je, mai 68, moi, je vois Danny Cohn-Bendit, les étudiants et le fameux concept de Kluskar, entre guillemets, libéral-libertaire. Je ferai un épisode sur ce faux concept libéral-libertaire. Ça n'a aucun sens, il n'y a aucun livre qui parle de cette conception politique qui est censée dominer le monde. Quand même assez curieux, mais enfin bon, on n'est pas à ça près. Qu'un stalinien renvoie dos à dos les libéraux et les libertaires, parce que mai 68, on va le voir, enfin je pense, j'espère, enfin peut-être pas, donc on le verra plus tard, effectivement à confronter le PCF à ses contradictions. C'est-à-dire que le PCF était partie prenante du pouvoir, et donc n'hésitez pas aussi, je mettrai dans la description des livres très intéressants sur cette période, enfin des livres synthétiques, voilà, etc., et d'autres beaucoup plus développés, etc. Enfin bref, surtout n'hésitez pas à aller dans la description. Je mets des liens parce que bon, les gens n'ont peut-être pas autre chose à foutre que de attendre que je fasse un audio sur le sujet. Si vous voulez vraiment me prendre de vitesse et aller directement sur les sujets intéressants, je mettrai des livres dans la description comme je le fais à chaque fois, donc je le répéterai à chaque fois. Allez dans la description voir les livres cités. D'ailleurs, c'est une nouvelle rubrique que je mettrai dans la description parce qu'à un moment donné, il faut bien avancer et faut bien donner aux gens qui écoutent et qui sont réellement curieux. Parce que je ne pense pas pousser à la lecture énormément de monde. Peut-être pour ça aussi que je fais de l'audio, parce que lire ça prend du temps et à un moment donné, voilà quoi, on a tous une vie. Comme on dit à un ami, on vit dans une société. Donc voilà, n'hésitez pas à faire, donc c'est pour ça que je mets des trucs un peu synthétiques, des trucs beaucoup plus développés, enfin bref, il y en a pour tout et tout le monde, quelque part, pour toutes les sensibilités. Donc enfin bref, mai 68 pour moi, en tant qu'ancien soralien, ça me renvoie vers effectivement un truc libertaire qui n'a aucun sens. Comment dirais-je, ça renvoie à Cohn-Bendit, alors que Cohn-Bendit est limite résiduel. Bon, effectivement, c'est la figure, enfin voilà, historiquement, c'est un peu lui qui, dès qu'on parle de ce truc-là, il y a sa tête qui pop. Mais finalement, mai 68 n'est pas seulement, il y a eu les manifestations étudiantes, mais c'est surtout mai 68 qui met justement cette vision libérale-libertaire, c'est-à-dire que réduire, qu'est-ce que cette vision libérale-libertaire de mai 68 cette vision, en fait, réduit mai 68 à un mouvement des mœurs ou culturelles. Et c'est par ricochet, cette vision libérale-libertaire tronquée réduit mai 68 à sa dimension étudiante. C'est simplement ça. Alors que mai 68, dans les faits, suivant les chiffres, bon après c'est la plus grande grève générale de France. Bien plus que 36 et le Front Populaire. On va dire à peu près entre 6 et 7 millions de grévistes. C'était ça l'aspect extrêmement révolutionnaire de mai 68. Peut-être en France, en tout cas, en tout cas en France, c'était là où la société capitaliste a réellement tremblé. Qu'on le soit. Ce n'est pas les gilets jaunes, ce n'est pas. Non, il n'y a que mai 68 vraiment qui a fait vaciller le monde. C'est là où tout, en un mois, l'espace de quelques semaines, tout était possible. C'était quand je lis des livres vraiment intéressants sur la question de mai 68,
Limite, c'est, je désespère d'être aujourd'hui, quelque part. Il y a une forme de nostalgie, peut-être un petit peu perverse, mais en tout cas, elle est là, c'est présent. C'est-à-dire que je pense, enfin, de toute façon, dans une règle plus générale, je pense, j'aurais aimé vivre les années 60, peut-être pas, finalement, peut-être que je me fais une image un peu d'Épinal, enfin, peu importe, mais finalement, les années 60, en termes de contestation, c'est le Summer of Love, c'est les albums des Beatles, enfin bref, moi j'adore cette période musicalement parlant. Un jour on en reparlera de cette période musicale, enfin bref. Donc voilà, c'est mai 68, réduire mai 68 aux étudiants, c'est de par le fameux concept libertaire, réduire mai 68 à quelque chose de purement culturel, etc., etc., ou d'avancement des mœurs. Non, ce n'est pas que ça, et limite, c'est limite l'aspect le moins massif. C'est limite voilà, l'arbre qui cache la forêt. Parce que si tu mets Cohn-Bendit devant, tu caches les 7 millions de grévistes qu'il y a derrière. Et de grévistes femmes aussi. Donc à un moment donné, libertaire, c'est ce tour de passe-passe. C'est renvoi, alors que les libertaires, clairement, à un moment donné, je pense qu'il n'est pas absurde de dire qu'à un moment donné, ça n'a aucun sens. C'est comme dire, je sais pas, ça serait comme dire les trotsko-staliniens. Ça n'a pas de sens, tu vois ce que je veux dire. Enfin, à un moment donné, non, il faut rester un minimum sérieux. C'est juste un concept fourre-tout qui est bien pratique. C'est une formule un peu hocus-pocus pour dire c'est libertaire. Finalement, ça ne décrit pas grand-chose. Ça ne décrit rien. Ça donne juste l'impression que t'as compris quelque chose parce que tu réduis mai 68 à un aspect culturel et des mœurs. C'était quand même un peu plus profond. C'était un peu plus profond que ça. Enfin bref, on va voir la lecture et comme je vous l'ai dit, description, livre. Voilà, fais ton marché, s'il te plaît, pour importer une espèce de contre-fin à un moment donné, il faut reparler des vrais faits et des vrais... parce que, voilà, encore une autre digression, ça a été une des victoires, c'est une des victoires de la réaction au sens large du terme, de Soral et d'autres, aussi de la Charlosphère, de Tabibian, Ventose, etc. C'est même s'ils n'ont pas clairement dit libertaire, ils se situent quand même dans cette mouvance que, ouais, voilà, mai 68, Cohn-Bendit, la France, enfin, ce genre de conneries, ce genre de truc qui n'est pas lié aux faits bruts, ça ne résiste pas, leur analyse bancale, leur impression bancale ne résiste pas à une simple fiche Wikipédia comme je l'ai mis dans le fond audio. Donc à un moment donné, ils ont réussi, ces gens-là ont réellement réussi à faire passer certainement, enfin c'est pas certainement, le dernier mouvement d'ampleur en France où la société capitaliste a réellement vacillé. À force de martèlement, de méthodes couées, à force de rabâcher 50 000 fois le même mensonge, ils l'ont fait passer pour vrai. Ils ont réduit les gens à détester cette période, de dire c'est Cohn-Bendit, c'est la pédophilie. Fermez vos gueules. Là en ce moment, entre les deux de l'église catholique, etc., à un moment donné, peut-être que les pédophiles ne sont pas du côté gauchiste de la force. Bon, après, Daniel Cohn-Bendit, je lui fais aucune confiance, bien évidemment. Cohn-Bendit est un traître, Cohn-Bendit, voilà, je vais pas le défendre plus que ça, non, je vais même pas le défendre du tout. Cohn-Bendit, il a trahi de long en large en travers, mais comme d'autres, comme Ferry, comme d'autres en fait, ils ont tous trahi. À un moment donné, ils ont remixé leurs propres souvenirs, ils se sont repentis, oui, pardon, j'étais maoïste dans les années 60, pardon, je ne savais pas, non, ta gueule, ferme ta gueule. Donc à un moment donné, voilà, ces gens-là vous ont réussi, c'est pas français, ont réussi en tout cas à faire passer le dernier moment réellement, sincèrement révolutionnaire, où un autre monde était possible, à faire détester cette dernière fenêtre qui était émancipatrice, enfin, fenêtre historique. L'histoire n'est pas fermée, peut-être que ça peut se reproduire. Bon, dans l'état actuel des choses, j'ai quand même j'aimais quelques réserves raisonnables, mais en termes d'histoire, c'était une fenêtre émancipatrice. Ils vous ont fait croire que cette fenêtre n'était pas une fenêtre. Voilà ce que je voulais dire. Ils vous ont pris pour des cons, en fait, tout simplement. Donc à un moment donné, si jamais tu écoutes cet audio et tu dis que ouais, non, mais ça sentit blabla, tais-toi, tu te tais, va dans la description, regarde les livres, lis-les, et après on pourra en reparler. Voilà. Peut-être qu'en lisant des livres, tu deviendras peut-être un peu de gauche. Voilà. Donc voilà, ce trollage de qualité. Donc enfin bref, cette intro du futur, de toute façon je vais couper cette vidéo en plusieurs parties. Pour le chapitrage, cette vidéo sera naturellement chapitrée, parce que la fiche de Wikipédia est quand même assez balèze. Donc à un moment donné, je pense que je suis parti pour au moins une bonne heure de lecture, si ce n'est pas 1h30.
Mais voilà, je vais couper, l'enregistrement sera fait en plusieurs fois, mais en une seule fois, mais c'est-à-dire que quand je vais couper, je vais enregistrer derrière. Enfin, voilà, parce que pour le montage, pour moi, c'est beaucoup plus facile de chapitrer, parce qu'au lieu de réécouter les 1h30 pour chapitrer, voilà, là, c'est une facilité un peu de montage, un peu le making-of. Enfin bref, après avoir parlé de cette intro de l'infini qui a duré beaucoup trop longtemps, qui a duré à peu près 10 minutes, pour mettre un petit peu, poser les bases, eh bien, on va commencer la lecture de la fiche Wikipédia de mai 68, camarades. Allons-y, allons-y. Les événements de mai-juin 68, ou plus brièvement mai 68, désignent une période durant laquelle se déroulent en France des manifestations d'étudiants ainsi que des grèves générales et sauvages. J'avoue, j'ai sauvage, je suis accent québécois. L'historiographie de mai 68 a rappelé à partir des années 90 que près de 10 millions de personnes ont fait grève avant la négociation des accords de Grenelle qui acte un relèvement de 35% du SMIC, la révolte étudiante parisienne ayant gagné le monde ouvrier et pratiquement toutes les catégories de population sur l'ensemble du territoire pour constituer le plus important mouvement social du XXe siècle en France. Bon, déjà, comme tu l'as pu le voir, j'ai dit 7 millions parce que je suis dans là, je pars de la tranche basse, enfin je dis entre 6 et 7 millions, là carrément Wikipédia nous dit 10 millions, voilà, c'est 10 millions de personnes. Le mouvement social le plus important du XXe siècle en France. On n'est qu'à l'intro. Et bizarrement non, c'est-à-dire aussi les accords de Grenelle en fait, parce que tout le monde, enfin l'aspect aussi mensonger de la fameuse pensée libérale libertaire, c'est de mettre les étudiants en avant, etc. etc. Bon, voilà, d'un point de vue d'image, oui c'est vrai, les étudiants étaient là, mais vous noterez quand même que ceux qui sont passés à la caisse, c'est-à-dire que ce sont les gens qui travaillaient, ceux qui ont eu 35% d'augmentation du SMIC. Ce n'est pas les étudiants qui ont eu gain de cause durant mai 68. À la fin, les étudiants ont eu que pouic. Ils ont eu mon doigt dans ta gueule. Voilà. Ce sont les ouvriers, les salariés qui ont eu 35% de l'élévation du SMIC. Je veux dire quelque part normal. Bon, il y en avait 10 millions de grévistes. Il ne s'agit pas de critiquer ça ou de les opposer. Mais à un moment donné, si on me dit oui, les étudiants, réduire mai 68 aux étudiants, bizarrement, si tu réduis mai 68 aux étudiants, ils n'ont rien eu. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça veut dire que mai 68 n'était pas que des étudiants. Et donc là, ça met à mal un petit peu la vision profondément conservatrice de mai 68. Donc enfin bref, ça c'est l'introduction, et donc je vais arrêter cette introduction et on va reprendre juste après. Donc on va continuer la lecture de la fiche Wikipédia de mai 68 avec les prémices. Ce mouvement est caractérisé par une vaste révolte spontanée anti-autoritaire, ici et maintenant, de nature à la fois sociale, politique et culturelle dirigée contre le capitalisme, le consumérisme, l'impérialisme américain et plus immédiatement contre le pouvoir gaulliste en place. Les événements de mai-juin provoquent la mort au moins 7 personnes et des centaines de blessés graves dans des affrontements aussi bien du côté manifestant que des forces de l'ordre. Avec le recul des années, les événements de mai-juin 68 apparaissent comme une rupture fondamentale dans l'histoire de la société française, matérialisant une remise en cause des institutions traditionnelles. Je pense que oui, on peut dire ça, effectivement. Pas des raisons. Mais tout d'abord, avant d'aller plus loin, un peu de contexte. Contexte économique. Paradoxalement, la crise de mai-juin 68 survient au terme d'une décennie de prospérité inégalée. Sur le plan économique, c'est l'apogée des 30 glorieuses, avec un taux de croissance stable de l'ordre de 5%. Le PIB par habitant, en parité de pouvoir d'achat, augmente lui aussi beaucoup pendant les années 60, de l'ordre de 5% par an. Les conditions de vie s'améliorent en parallèle. Entre 1954 et 68, le taux de foyers disposant d'une baignoire et d'une douche passe de 10% à la moitié. Et ceux équipés d'une toilette d'un quart à la moitié. La société de consommation s'est installée dans les mœurs sans que l'on prenne vraiment conscience de toutes ses implications ni des déséquilibres mondiaux qui s'y développent. Toutefois, la société française est très inégalitaire, l'indice de Gini est élevé. Certains sont exclus de cette période d'enrichissement rapide. Bah oui, logique. En outre, cette croissance est aussi liée à la concurrence internationale accrue dans le cadre du marché commun européen lancé par étapes à la suite des traités de Rome de 1957. Les barrières douanières entre les six sont levées le 1er juillet 68. Dans ce contexte, la pression sociale et salariale s'accroît tandis que persistent de profondes inégalités. De nombreuses fermetures d'usines dans le textile, la mécanique et la métallurgie. Entre 470 000 et 500 000 demandeurs d'emploi. D'ailleurs, je vous renvoie à l'épisode sur la NPE que j'avais fait, effectivement, où
où en fait justement la NPE a été créée dans ces années-là, parce que la question de l'emploi commençait réellement à devenir un sujet d'inquiétude. 5 millions de personnes sous le seuil de pauvreté. 2 millions de personnes perçoivent des salaires de l'ordre de 400 à 500 francs par mois. On sait, je pense qu'il n'est pas déraisonnable de dire ou de penser qu'on le sait très bien quelle catégorie de la population touchait ces salaires. Voilà. Depuis plusieurs mois, voire une année, des symptômes importants d'une détérioration de la situation économique française ont fait leur apparition. Le nombre de chômeurs s'accroît régulièrement. Début 68, ils sont déjà près de 500 000, soit un taux de chômage de 2%. Aujourd'hui, on parlerait concrètement de plein emploi. Les jeunes se trouvaient les premiers touchés en 67. Le gouvernement doit créer l'ANPE. Bah tiens. Et puis je vous renvoie à l'épisode sur l'ANPE. La grande grève des mineurs de 63 a signalé le malaise d'un monde de la mine qui vit ces dernières années avant le début d'une crise fatale. Un nombre important de grèves se tiennent entre 66 et 67 en région parisienne comme en province. Ça vient un petit peu contredire la vision réactionnaire comme quoi tout se passait bien dans les années 60. Hein, qu'à un moment donné, De Gaulle gérait la boutique, blablabla, tout ça, mes couilles sur ton front. Voilà, là, j'aimerais, venteuse, Tabibian, Soral, qu'est-ce que vous avez à dire sur ça? Ce serait très intéressant, ou pas d'ailleurs. Enfin bref, 2 millions de travailleurs sont payés au SMIC et se sentent exclus de la prospérité dont beaucoup des ouvriers des usines, de femmes ou de travailleurs immigrés. Les salariés réels commencent à baisser et les travailleurs s'inquiètent pour leurs conditions de travail. Les syndicats s'opposent ainsi aux ordonnances de 67 sur la sécurité sociale. Des bidonvilles existent encore, dont le plus célèbre est celui de Nanterre, directement sous les yeux des étudiants. Et oui, chers amis, dans les années 60, il y avait des bidonvilles en France. Voilà, donc voilà. Même les catégories les plus privilégiées ne sont pas motifs d'inquiétude. La massification de l'enseignement supérieur a entraîné sur les campus d'innombrables problèmes de locaux, de manque de matériel, de transport. En 1967 et 68, le gouvernement reparle aussi de sélection scolaire, ce qui inquiète les étudiants. Pour un peu, on parlerait de Parcoursup, je pense. Donc voilà, c'était un petit peu de contexte. Le contexte politique. Sur le plan politique, le mouvement survient en une période d'usure pour la République gaullienne, en place depuis 1958. En 1965, lors de la première élection présidentielle au suffrage universel direct, tenue depuis 1848, le général de Gaulle a été mis en ballottage par François Mitterrand et Jean Lacunet à la surprise générale. Des élections législatives de 67, sa majorité à l'Assemblée nationale se réduit à un seul siège. Les centristes tels Valéry Giscard d'Estaing assortissent de réserves critiques leur soutien au pouvoir, le 8 mai de 67. Les démocrates chrétiens tels Jean Lacunet restent hostiles. La droite extrême et l'extrême droite ne pardonnent pas au général le procès de Vichy ni l'abandon de l'Algérie française. Les gaullistes s'irritent du maintien à Matignon de Georges Pompidou, jugé trop conservateur. Quant à ces derniers, une sourde rivalité l'oppose depuis 1965 au général de Gaulle, dont il lorgne en silence la succession. Le 13 mai 68, le slogan « 10 ans, ça suffit » traduit dans les défilés une certaine lassitude de l'opinion. Et oui, maintenant on est nostalgique du général de Gaulle, mais il faut savoir qu'à l'époque, ça faisait 10 piges, une décennie qu'il était au pouvoir et qu'à un moment donné, ça sentait un petit peu ça sentait le sapin. Voilà, le gars, bon, voilà. De Gaulle, voilà. De Gaulle était arrivé au pouvoir grâce à des tensions sociales particulières survenues autour du coup d'État du 13 mai 58 en jouant habilement de circonstances exceptionnelles en apparaissant comme un recours après l'émeute du 13 mai et de la prise du pouvoir de l'armée à Alger. Ce fait, aux yeux de ses opposants, la légitimité de son régime reste fortement entachée par des soupçons d'un coup d'État originel. On en reparlera dans un autre épisode. Ça va être très intéressant. En dépit des succès du pouvoir, fin de la guerre d'Algérie, de la décolonisation, résorption de la crise économique, monétaire et financière, croissance soutenue, et de l'acclimatation progressive à la Constitution française du 4 octobre 1958, renforçant le pouvoir exécutif par un régime semi-présidentiel, renforcé par l'élection du président de la République au suffrage universel direct, et ayant recours durant plusieurs années au référendum, voire comme exemple le référendum français sur l'élection au suffrage universel du président de la République, ces pratiques autoritaires suscitent une critique croissante. Ainsi, l'ORTF, détentrice du monopole de l'audiovisuel, se fait ouvertement le relais de la propagande officielle. À Paris, le prophète Maurice Papon, effectivement c'était
Plus tard, il sera jugé pour criminel de guerre, ou crime contre l'humanité, je sais plus. Mais en tout cas, c'était pas un truc très cool, donc faut savoir que ce sac à merde était le préfet de Paris. Ça fait toujours plaisir de rappeler à quel point cette période était dirigée par des bâtards. Responsable des tueries du 17 octobre 1961 et du 8 février 62, n'a été remplacé qu'en 67 par Maurice Grimaud, lettré humaniste venu de la gauche mandéniste. Effectivement. Il limite sur certains points, j'ai lu, le gars qui l'avait remplacé Papon était limite il avait un discours très teinté de paternalisme, mais il s'agit pas limite pro étudiant. C'était très curieux d'ailleurs. Enfin bref. D'autre part, la politique extérieure de prestige de Charles de Gaulle et de son nationalisme ne répondent pas nécessairement aux attentes plus matérielles, culturelles et sociales de la majorité des Français, vu son âge, 78 ans. En mars 68, un célèbre éditorial Pierre Vianzon-Ponté dans Le Monde constate que la France s'ennuie. Oui, certainement, peut-être pas dans les bidonvilles, il y avait peut-être pas d'ennui, hein. Enfin bref. Peut-être une certaine catégorie sociale s'ennuie, mais je te garantis que pour la plupart des gens, non, il n'y avait pas d'ennui. Hein. Reprenons le constat prophétique de Lamartine sous le gouvernement de Guizot, quelques années après la révolution de 1848. Le Parti communiste français, de loin la première force de gauche, peine à se déstaliniser. Les bureaucraties du RSS et d'Europe de l'Est répugnent aux jeunes militants d'extrême gauche dont le modèle se situe désormais du côté de Cuba et de la Chine populaire. Je ne sais pas s'ils ont réellement gagné au change. Je sais pas. Voilà, je sais pas si changer était forcément si bien que ça. Pour Serruri. Parallèlement, les gauches non communistes ne parviennent pas à sortir de leur division et de leur discrédit. Ainsi, un espace est-il ouvert pour que des groupes gauchistes, trotskistes, pro-chinois, etc., se multiplient en marge des grandes organisations officielles. La politisation et l'agitation sont entretenues dans la jeunesse, par exemple par le comité Vietnam, formé majoritairement lycéens et étudiants qui dénoncent l'impérialisme américain, visible par la guerre du Vietnam, la guerre froide, mais aussi fait naître des idées antinucléaires. Les universités de Clermont-Ferrand, Nantes, Montpellier ou Nancy sont en ébullition bien avant le mouvement du 22 mars, qui leur fait référence dans ses premiers tracts. Donc c'était plutôt pas mal hein, au niveau contexte politique. Déjà, je pense qu'on a cassé pas mal de trucs. Hein. Donc, mais après, la société s'ennuie, ouais, moyennement, je dirais. Origine culturelle. Cette section ne cite pas suffisamment de sources. Ouais, à voir. Mai 68 ne se comprend pas dans un monde en rapide, ne se comprend que dans un monde en rapide mutation. L'accélération de l'exode rural et de l'urbanisation, l'augmentation considérable du niveau de vie, la massification de l'éducation nationale et de l'université, l'avènement de la culture des loisirs, du spectacle et des médias de masse représentent des changements accélérés et sans précédent en moins d'une génération. Les années 60 sont aussi celles de l'affirmation de la jeunesse, qui représente un tiers de la population en tant que catégorie socio-culturelle et politique à part entière. En particulier, la jeunesse a maintenant sa propre culture avec une presse qui lui est dédiée, Harakiri actuel. Des émissions de radio très suivies, Salut les copains, et des chanteurs attitrés, les Rolling Stones, les Beatles, Johnny Hallyday, etc. Elle a elle aussi ses propres malaises et ses propres revendications, notamment en matière de liberté sexuelle, que le pouvoir public et le monde adulte tardent à comprendre. Sur le plan religieux, la France est encore très catholique. Vient de suivre avec passion le Concile du Vatican II, qui a profondément rénové mais aussi ébranlé le catholicisme traditionnel et surtout les mouvements d'action catholique. En particulier, les scouts de France, représentant à l'époque une part non négligeable des jeunes chrétiens, ont modifié les rapports hiérarchiques dans leur structure, remettant en cause, à partir de 1964, un modèle de type militaire en introduisant la cogélianité des décisions au sein de l'équipe. En gros, un truc plus horizontal, quoi. La jeunesse étudiante chrétienne en ébullition doit être reprise en main par la hiérarchie dès 64. Les mouvements des prêtres ouvriers, dont la condamnation est levée en 65, reprend son essor. Beaucoup de chrétiens se préoccupent de rénover les relations des fidèles aux autorités religieuses, de revisiter les pratiques et les dogmes, voire concilier foi et révolution. Ça peut être intéressant, voilà. Voilà, Jésus en Doc Martin qui défonce le cul des marchands du temple, c'est une vision qui peut potentiellement, oui, pourquoi pas. Je ne suis pas hostile à l'idée. Sur le plan sociologique, la dynamique de groupe s'est répandue pendant les années 60 dans les formations des responsables de toutes les organisations des entreprises. La mode est au débat. Mais les clivages sociaux restent extrêmement rigides. 92% des étudiants viennent encore de la bourgeoisie. Le paternalisme autoritaire est omniprésent. On commence à ouvrir des lycées mixtes, mais beaucoup d'établissements scolaires sont encore réservés aux garçons et aux filles.
Celles-ci ne sont pas autorisées à porter le pantalon. Par ailleurs, il est interdit de fumer dans un établissement où que des garçons dans les universités accèdent aux internats des filles. Je crois que c'est ce qu'il y avait, je crois, Cohn-Bendit. En fait, le truc avait un peu commencé comme ça dans les dortoirs nanterres. Voilà, il était dans le dortoir des nanas, si j'ai bon souvenir. Enfin bref. La France a autorisé l'usage de la pilule contraceptive en décembre 67, mais elle est encore peu répandue. L'éducation n'a pas encore connu de réformes structurelles et le décalage est criant entre les aspirations d'une jeunesse et les cadres moraux qu'elle ressentent comme dépassés. Sur le plan philosophique, plusieurs auteurs ont une influence importante pour au moins une partie du mouvement. Pendant et après, le freudo-marxiste Wilhelm Reich. Je vous invite à regarder la vidéo si elle est sortie d'ici là. Mais en tout cas, je ferai une vidéo. Enfin, j'ai déjà fait une vidéo dessus à un moment où je vous parle. Mais est-ce que cette vidéo sortira avant ou après? Je ne sais pas encore totalement. Mais j'ai fait la vidéo est déjà enregistrée. J'ai fait la vignette, c'est téléchargé. Voilà. Je l'ai mis en privé, machin, voilà. Toi-même, tu sais. Donc voilà, Wilhelm Reich, j'ai fait une vidéo dessus. Allez voir. Dont le manifeste, la révolution sexuelle, est paru en 1936. Le livre d'Hébert Marcuse, L'homme unidimensionnel, sous-titré Essai sur l'idéologie de la société industrielle avancée, est paru en France en 64, puis réédité en 68. Le traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations de Raoul Vaneigem, paru en 67, où j'ai fait aussi un épisode dessus sur littérature et vie quotidienne. La société du spectacle de Guy Debord, incontournable, et plus tard l'Anti-Oedipe de Gilles Deleuze et Félix Guattari, publié en 72. À l'école normale supérieure de Rudulm, le philosophe communiste Louis Althusser a formé une génération de penseurs marxistes-léninistes français qui forment l'embryon des premières organisations maoïstes. Bon, c'est pas forcément une bonne nouvelle parce qu'Althusser, bon voilà, mais voilà, c'était un petit peu l'air du temps. Cependant, un des penseurs éminents de l'époque peu de penseurs éminents de l'époque prennent part en personne au mouvement, dont l'explosion les surprend autant que tout le monde. En général, ils sont initialement perplexes, réservés, voire hostiles. Dans une de mes vidéos, j'avais parlé, je sais plus si je l'ai publié ou pas, parce que j'ai énormément d'épisodes d'avance, donc je sais pas si je l'ai publié ou pas. En tout cas, elle est enregistrée. J'avais parlé en fait que pendant mai 68, en fait, le Ludivine Brantini, si je dis pas de bêtises, une féministe matérialiste, qui avait fait, qui côtoyait Bourdieu en 68 en fait pendant le mai 68, Bourdieu lui avait dit, je remettrai l'article dans la description, où Brantini lui dit ouais machin Bourdieu, bouge-toi le cul machin, faut aller en bas, les étudiants brantissent tes écrits, etc., sur les héritiers notamment. Et ouais, sors-toi les doigts du boule, frère, c'est le moment de casser des boules, tu vois. Et après, il a dit, ouais, Nick Saras, va faire des photocopies et distribue-leur. Voilà, voilà. Crotte donnée encore à Bourdieu, ça fait plaisir. Enfin bref, on continue. Une partie de la jeunesse radicalisée regarde avec fascination vers les mouvements révolutionnaires du tiers-monde. Ichimini, Che Guevara, Fidel Castro servent de modèles. C'est pas forcément des bons modèles, mais enfin bref. Tandis que l'irruption sur la scène chinoise des jeunes gardes rouges donne l'impression que la jeunesse en tant que telle peut avoir un pouvoir politique dans la société et remettre en cause l'autorité des adultes et des pouvoirs. On suit aussi attentivement les luttes menées aux États-Unis par le mouvement d'émancipation des Noirs ou encore des Sidites et les diverses recherches du mouvement hippie et étudiants notamment de l'université de Berkeley. Mon Dieu! Les sales woke américains qui viennent nous pourrir notre vraie France. Inadmissible. En avril 68, les incidents retentissants opposent étudiants et du mouvement des étudiants allemands socialistes et autorisés ouest-allemandes. Le caractère international de ces mouvements permet de replacer les éléments français au sein d'une dynamique mondiale. Effectivement, mai 68 se pense à travers les événements du monde. Effectivement. Donc enfin bref, c'était pour la partie culturelle. Origine immédiate. Le mouvement du 22 mars, prenant le relais de la constatation menée par de petits groupes tels que les situationnistes, les enragés, René Riesel et les anarchistes, se fait connaître ce jour-là en occupant la salle du conseil au dernier étage du bâtiment D, la tour administrative de la faculté de Nanterre. Sa principale revendication est la protestation contre des arrestations d'étudiants opérées 2 jours plus tôt lors d'une manifestation contre la guerre du Vietnam. Le 2 mai 68, une journée anti-impérialiste est organisée à l'université de Nanterre, conduisant notamment à l'irruption d'un cours de René Raymond. Le doyen Pierre Grappin décide alors la fermeture administrative de la faculté, ce qui provoque la diffusion du mouvement de contestation dès le lendemain au quartier latin et à la Sorbonne, et le début proprement dit de mai 68. Anti-autoritaire, le mouvement est porteur d'un idéal politique très libertaire.
au sens des libertés individuelles et très critique vis-à-vis de la société de consommation, de l'autoritarisme et de l'impérialisme. Le mouvement joue aussi de thèmes touchant à la vie de tous les jours, comme le droit d'accès pour les garçons aux résidences des universitaires des filles. Voilà, on va pas changer, hein. Effectivement. Mouvement spontanéiste, le 22 mars émerge dans sa pratique systématique de l'action directe, occupation des bâtiments administratifs notamment, et se développe grâce à la démocratie directe et en assemblée générale ouverte à tous, tout en refusant l'institutionnalisation en organisation. Il provoque un processus d'auto-organisation des étudiants ici et maintenant. Il n'y a eu, à proprement parler, de figure de proue du mouvement qui est demeuré multiforme et sans organisation centralisée. Certains sont cependant devenus a posteriori des emblèmes du mouvement, même si leur discours singulier ne saurait résumer la diversité d'opinions qui existe au sein du mouvement, et si pour certains ce discours postérieur a parfois consisté à réécrire les événements, parmi eux Serge July et Daniel Cohn-Bendit. La fiche Wikipédia est décidément bien dure pour nos chers réactionnaires. L'écrivain Robert Mell, prix Goncourt en 1949, professeur d'anglais à la faculté de Nanterre, a consacré un roman entier, Derrière la vitre, à la journée du 22 mars et à celle du collion précédé. On y retrouve beaucoup de figures de l'époque, ainsi qu'une bonne analyse des causes et rêves du mouvement. Cet ouvrage sur les événements est bien complété par celui de Christine Gross sur les discours tenus sur mai 68, de 68 à nos jours. Je mettrai, alors le livre de Christine Gross, qui est une intellectuelle américaine, qui est passionnée de culture française, qui parle même un français plutôt pas mal quand même, hein. Elle a écrit des livres sur la Commune, d'ailleurs, de Paris. Et elle a écrit un livre qui, pour moi, m'a mis un coup de pied dans les couilles magistral et salvateur. C'est Mai 68 et ses villes ultérieures. Je conseille ce livre. Même si, voilà, il n'est pas dénué de défauts. Enfin là, mais bon, là, à ce niveau-là, on est pointilleux. Enfin bref, j'en parlerai à un autre épisode. Mais ce livre te brise toutes les visions conservatrices de Mai 68. C'est une démolition en règle, ça te bifle, mais c'est franchement ce livre, je ne peux que vous le conseiller. À un moment donné, voilà, limite, n'écoutez plus cette vidéo, voilà, allez acheter le livre, je vous mettrai le lien dans la description pour l'acheter, lisez-le, et osez me dire que votre vision de Mai 68 n'a pas changé après cette lecture. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ce livre, c'est pas le plus exhaustif, c'est celui qui m'a le plus percuté, et je ne peux que hautement vous le conseiller. Enfin bref, on continue. Les causes de ce mouvement sont diverses. Les analyses historiques tournent à la fois autour de l'idée d'une grande rigidité cloisonnée les relations humaines et des mœurs, et de constatation d'un début de dégradation des conditions matérielles après la période de reconstruction suivant la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, de nombreux bidonvilles jouxtent la capitale, notamment celui de Nanterre. Les étudiants qui se rendaient à la faculté fraîchement construite découvrirent ce milieu, la pauvreté et la condition ouvrière. Le mécontentement naissant dans le milieu étudiant sera relié par celui qui se profilait depuis plusieurs années dans le secteur ouvrier. Voilà. Donc voilà. Les événements. Les événements supposèrent essentiellement un mouvement étudiant et un mouvement ouvrier, tous deux exceptionnels d'ampleur. Au-delà des revendications matérielles ou salariales, et de la remise en question du régime gaullien instauré depuis 1958, ils virent se déployer une contestation multiforme de tous les types d'autorités. Une partie active du mouvement lycéen et étudiant revendiquait notamment la libéralisation des mœurs et au-delà, contestait une vieille université, la société de consommation, le capitalisme et la plupart des institutions de valeurs traditionnelles. Le Mai français s'inscrit par ailleurs dans un ensemble d'événements dans des milieux étudiants et ouvriers d'un grand nombre de pays. Il ne se comprend pas sans ce contexte d'ébullition générale à partir du rideau de fer, notamment en Allemagne, en Italie. On fera un épisode sur les années de plomb italiennes, aux États-Unis, au Japon, au Mexique, au Brésil, sans oublier la Tchécoslovaquie, du printemps de Prague ou de la Chine et de la révolution culturelle. Pour la politiste Isabelle Sommier, le caractère international de mai 68 s'explique par la crise internationale des partisans du marxisme à cette époque. L'émergence d'une société autonome de la jeunesse, les problèmes structurels apportés par la démocratisation des universités et le rejet de la guerre du Vietnam. En France, ces événements prennent cependant une coloration particulière car d'importantes manifestations d'étudiants ont rejoint à partir du 13 mai 68 par la plus importante grève générale du XXe siècle en France, dépassant celle survenue en juin 1936 lors du Front populaire.
elle paralyse complètement le pays pendant plusieurs semaines et s'accompagne d'une recherche effrénée de prise de parole, d'une frénésie de discussion, de débats, d'assemblées générales, de réunions informelles dans la rue, à l'intérieur des organismes, des entreprises, des administrations, des lycées, des universités, des théâtres, des maisons de jeunes ou encore des maisons de la culture. Explosion souvent confuse et complexe, parfois violente, plus souvent encore ludique et festive, mai 68 apparaît comme un moment d'illusion révolutionnaire lyrique, à la fois ardente et utopique en la possibilité d'une transformation radicale de la vie et du monde. Ce que reflète notamment une prolifération d'affiches, de graffitis, de slogans imaginatifs, dont l'un est « élection, piège à con », etc. Parfois qualifié de révolution manquée, et malgré le large recours à la rhétorique du symbole et à la Révolution française précédente, barricades, drapeaux rouges et noirs, mai 68 ne vit en réalité aucune tentative de putsch ni de guerre civile, bien que plusieurs organisations et de mouvances révolutionnaires communistes et anarchistes aient lutté activement dans le mouvement et participé à son organisation. Révolution manquée, c'était un moment où tout semblait possible, l'espace de quelques semaines. Et les réactionnaires vous ont fait détester cette fenêtre d'imagination. Voilà, ce sont des assassins de l'espoir. Résumé général des événements. Bon là, il y a un encadré quand même. La pertinence de ces sections est remise en cause, considérez son contenu avec précaution, améliorez-le ou discutez-en en janvier 2019. Motif avancé, il y a un article chronologie des événements de mai-juin 66, une section des événements censée être un résumé, et cette section redondante sans aucune source de synthèse garantissant la fiabilité de ce résumé. Bon, comme je l'ai dit, c'est une fiche Wikipédia avec ses défauts. Enfin, Wikipédia a ses défauts, enfin bref. Force en présence. L'éclatement spontané de la crise prit complètement au dépourvu le pouvoir, ainsi que pratiquement toutes les organisations, partis et syndicats organisés. Le camp du pouvoir ne fut pas plus unique que celui de la contestation. Le Parti communiste français et son relais syndical, la CGT, refusèrent dans un premier temps de rejoindre leur cause à celle des gens vus comme des bourgeois et à fortiori de leurs dirigeants d'inspiration libertaire ou issus du mouvement groupuscule gauchiste. D'ailleurs, je crois qu'il y a de très beaux discours de Georges Marchais qui réduit en fait les étudiants à des purs bourgeois, effectivement, c'est totalement cohérent. Donc voilà, le Parti communiste qui a joué son rôle de contre-révolutionnaire à chaque fois. Dans ce rôle-là, ils ont été constants, et j'ai envie de dire, de toute manière, mai 68, on peut dire, d'un certain point de vue, qui effectivement a peut-être cloué les clous au cercueil du Parti communiste, enfin, en tout cas accéléré sa décomposition, mais de toute façon, sans mai 68, le Parti communiste aurait disparu peut-être plus lentement, mais à un moment donné, ils sont morts de leur propre compromission avec les divers gouvernements. Enfin bref. Ceux-ci étaient même souvent eux-mêmes divisés, maoïstes, trotskistes, etc. Dans sa frange la plus nombreuse, libertaire, anti-léniniste, et certains quant à l'attitude à avoir face au mouvement. Au sommet de l'État, la crise aggrava les divergences entre le général de Gaulle, peu compréhensif envers ce qu'il qualifie le 19 de chienlit, et partisan d'une répression immédiate, et de son Premier ministre, Georges Pompidou, qui préféra jouer la carte de la modération et de la compréhension pour mieux laisser le mouvement s'essouffler de lui-même. Le mot chienlit a été prononcé par de Gaulle, ça par contre, ça c'est vrai. Je crois même, il y a même certaines affiches de grève qui... ouais, la chienlit c'est lui, si j'ai bon souvenir. Les forces centristes et de gauche, Pierre Mendès France, François Mitterrand, tentèrent difficilement de canaliser vers la construction d'une autre possibilité politique ou d'un régime gaullien, un mouvement anti-autoritaire largement indifférent à la question de la prise du pouvoir. Déroulement d'ensemble. Le vendredi 3 mai. Le vendredi 3 mai, en cours de la Sorbonne, est occupé par 150 à 400 manifestants selon les sources, dont une partie venue de Nanterre, fermée par le doyen Pierre Grappin après des incidents. Plusieurs orateurs s'expriment dans les mégaphones lors du rassemblement dans la cour. Parmi eux, l'un des 7 étudiants qui doivent passer en conseil de discipline à Nanterre le lundi suivant, Daniel Cohn-Bendit, est filmé par l'ORTF en train de déclarer « C'est la première fois que nous voulons cette occupation qui ont déjà eu lieu le samedi 29 mars, mais plus brièvement, les images du 3 mai ne sont diffusées que 2 semaines plus tard, le 14 mai, dans un reportage du magazine Zoom, qui a subi de nombreuses coupes au montage. » Effectivement. Des étudiants s'arment de bâtons et de pierres, présentés comme matériel antifasciste, matériel antifa, car une rumeur annonce que le mouvement d'extrême droite Occident va organiser une marche sur l'établissement pour le faire évacuer par la violence. Ils sont dans la droite lignée, pourquoi pas. Le recteur de l'Académie de Paris, président du conseil de l'université, requiert les forces de l'ordre pour rétablir l'ordre en expulsant les perturbateurs.
Ça, par contre, ça n'a jamais réellement changé. La Sorbonne est évacuée de force, de nombreux étudiants arrêtés, mais des étudiants appellent à les libérer. Dans la soirée, des centaines d'étudiants en passant affrontent violemment les forces de l'ordre. Selon un rapport de la police, ils appliquent une technique de harcèlement ponctué de heurts sévères, mais de courte durée. À 20h25, 3 commissaires, conjuguant les efforts de leurs effectifs, dégagent les abords du Luxembourg au prix d'actions vigoureuses et en cédant de grenades à lacrymogènes. Des ébauches de barricades sont successivement abandonnées par des manifestants agressifs qui, pour dégager certains de leurs, se ruent en bande sur nos effectifs. 574 personnes sont arrêtées, dont Jacques Savreau, dirigeant de l'UNEF, principal syndicat étudiant, mais aussi René Josy, Hervé Chabalier, Harry Weber, Guy Hockheimer, Daniel Cohn-Bendit, Brice Lalonde, Bernard Guetta et Alain Krivine. Ça, pour le coup, c'est sourcé. Cette intervention des forces de l'ordre à la Sorbonne à la demande du recteur de Jean Roche, sans préavis ni négociation, est très mal vécue par les étudiants qui se pensaient protégés par le statut universitaire. Dès le 4 mai, le doyen de Nanterre, Pierre Grappin, le doyen de la faculté des sciences de Paris, Marc Zaransky, et l'ancien recteur Jean Capel critiquent cette violation du sanctuaire universitaire. La journée d'émeute fait 481 blessés à Paris, 269 étudiants et 202 policiers. Pour le coup, ça aussi, c'est sourcé. Le lundi 6 mai. Le 6 mai, 8 étudiants de Nanterre, dont Daniel Cohn-Bendit, Jean-Pierre Duteuil et René Rizel, sont convoqués par le rectorat en commission disciplinaire. Les professeurs de Nanterre, Henri Lefebvre, Guy Michaud, Anne Turn et Paul Ricoeur les accompagnent alors en soutien. Le Forever. Et je voulais... Enfin voilà. Non, tu as fait un épisode sur Henri Lefebvre et sur la vie quotidienne. Oui, Billy. Regarde, et mets un pouce rouge, active la cloche. Les étudiants réagissent aussitôt par des manifestations violentes contre les forces de l'ordre. Jets de pavés, puis barricades. Ces manifestations reprennent ensuite à l'annonce de peine de prison pour les manifestants pendant lesquelles commencent à fleurir les slogans libertaires. Bilan, plus de 300 policiers blessés et 422 arrestations. Et là encore, la chose est sourcée. Le même jour, le parti communiste marxiste-léniniste de France publie un tract ponctueux de la situation Mao Zedong appelant à soutenir juste lutte des étudiants. Ce parti continuera à soutenir le mouvement dans les jours qui suivirent dans les tracts 11, 17 et 20 mai, appelant à l'union des étudiants et des travailleurs pour un pouvoir populaire révolutionnaire. Le président de NSUP, Alain Guesmar, décide de soutenir les manifestants. Les membres du Parti communiste et de certaines organisations d'extrême gauche, maoïstes, derrière Robert Linard, sont d'abord pris de court. Pour eux, la révolution est censée venir des ouvriers, non des étudiants. De plus, les revendications du mouvement du 22 mai leur paraissent puériles, petites bourgeoises et surtout gauchistes. Après un moment de flottement, ils essayent toutefois de gagner les ouvriers à cette révolte. La CGT, pour sa part, ne le suit pas et son secrétaire de l'époque, Georges Segui, s'en explique plus tard devant les médias. Cohn-Bendit, qui est-ce ? Sans doute faites-vous allusion à ce mouvement lancé à grand renfort de publicité qui, à nos yeux, n'a pas d'autre logique que d'entraîner la classe ouvrière dans des aventures en s'appuyant sur le mouvement des étudiants. Mais la base de ces organisations traditionnelles de gauche dépasse leurs responsables. Bon, ok, c'est Georges Segui, c'était pas Georges Marchais, effectivement. Mais je crois je sais plus quel poste avait Georges Marchais à l'époque. Mais en tout cas, j'ai souvenir d'avoir vu des vidéos de lui. Enfin bref. Des manifestations de soutien aux étudiants parisiens ont lieu à Strasbourg et à Brest, tandis qu'au contraire, à Dijon, plusieurs centaines d'étudiants défilèrent au cri de pas de Nanterre à Dijon et autres slogans. Salopard. Pour le coup, ça aussi, c'est sourcé. Et si jamais il y a des camarades qui écoutent, dites-moi dans les commentaires où était Georges Marchais aussi durant cette période, parce que des fois, j'ai un peu des trous, enfin bref, ou des fois, la mémoire peut ma mémoire peut me jouer des tours. Donc n'hésitez pas à commenter. Le 7 mai, Jean Chaly, ex-dirigeant de l'Union des étudiants communistes, qui avait rénové son organe de presse, Clarté, fonde le journal Action auquel participent Rézé, Siné, Volnsky, et aussi Jean-Paul Dolé, Marcel Gouronneau, Guy Hockheimer, Bernard Kouchner, André Klusman. Mon Dieu, ils ont bien changé avec le temps. D'hebdomadaire, celui-ci devient rapidement quotidien, il tirait jusqu'à 100 000 exemplaires qui sont vendus dans la rue. Vendredi 10 mai. Après une manifestation place d'Enfer-Rochefort, qui a rassemblé fin d'après-midi 20 000 lycéens et étudiants, 12 000 selon la police, dans la nuit du 10 au 11 mai, les étudiants et lycéens occupent le quartier latin et dressent plusieurs dizaines de barricades qui sont finalement prises d'assaut. À partir de 2h du matin, par 6 225 policiers, c'est la nuit des barricades. La dernière barricade de Lutouin tombe à 5h30 du matin et encore une fois, la chose est sourcée.
Au petit matin, le spectacle est saisissant. 125 voitures détériorées, 63 incendiés. C'est la fameuse photo qu'on voit, je pense. Les rues dévastées et dépavées comme après une scène de guerre. 247 policiers blessés sans compter au moins une centaine de manifestants, dont le nombre est impossible à déterminer, la plupart ne s'étant pas fait connaître. Au total, 469 personnes sont interpellées. Parmi elles, selon les sources policières, on trouve Patrick Topalov, Michel Vauzel et Élisée Pissier. Bon, je sais pas du tout qui c'est, mais c'est sourcé. Entre autres, Alain Krivine et Hervé Chabalier de la JCR, Daniel Cohn-Bendit du mouvement de 22 mars et de nombreux vieux de l'Union des étudiants communistes ou de l'UNEF, René Rivezel, Guy Debord et l'International Situationniste sont présents lors du soulèvement spontané. Face à la répression policière, la population, y compris les professeurs, a tendance depuis les premiers jours à éprouver majoritairement plutôt de la sympathie pour les étudiants. À l'aube, syndicats et partis appellent à une démonstration de solidarité pour le surlendemain. Le Centre catholique des intellectuels français, dirigé par René Raymond, qui, en voyage en Italie, délègue ses pouvoirs à Jean-Marie Mayer, s'abstient prudemment de toute déclaration concernant l'agitation étudiante, ne condamnant ni soutenant le mouvement. Le professeur d'histoire Pierre Richet compare celui-ci aux contestations étudiantes du XIIIe siècle. Les professeurs sont en effet divisés. À Nanterre, Alain Zinc, Claude Wilmar, Denis Machin, François Bilacqua, enfin des noms à rallonge, sont plutôt favorables aux revendications étudiantes, sinon à leur forme. Jacques Hir, Frédéric Moreau, François Crousset, François Caron, André Chanel s'y opposent. À Strasbourg, la faculté de lettres est occupée. À Aubagne, les collégiens se mobilisent revendiquant notamment la présence de délégués dans les conseils de discipline et conseils de classe. À Marseille, 2000 lycéens se placent derrière l'entrée de la faculté des sciences. Encore une fois, sourcé. Le 11 mai, le retour d'Afghanistan, le Premier ministre Georges Pompidou cède aux revendications du l'UCSUP et de l'UNEF et ordonne la réouverture des universités. Il exige que les forces de police quittent la Sorbonne afin de calmer la situation. On croit alors qu'il tergiverse et cède, mais en réalité ce mouvement est tactique. Il espère que les excès des étudiants déconsidéreront alors leur mouvement au regard de l'opinion. C'est sourcé. Sceptique face à cette ligne de modération tactique, le général de Gaulle reste pour l'heure à l'écart, en se réservant la possibilité d'intervenir si besoin. Appel à la grève du dimanche 12 mai. Le 12 mai, la CGT lance un appel à la grève générale pour le lendemain. Avant elle, soir du 10 mai, le magazine télévisé Panorama, représentant ce qui se passait depuis le début du mois de mai, avait été censuré. Le samedi, les personnes de l'ORTF s'insurgent contre cette censure par un communiqué de l'AFP. Le jour où les images sur la violence policière de la nuit de vendredi à samedi ont bouleversé la France entière, ou presque, rappelle l'historienne Michel Zanquery-Fournel, gros livre encore, grosse intellectuelle celle-là. L'appel de la CGT est reprise par les étudiants, la CNSUP, un syndicat enseignant, la CFDT et la FEN et Force ouvrière. Les appels syndicaux à la grève générale de 24 heures insistent toute la solidarité entre étudiants et ouvriers. Là où les démons demeuraient le plus souvent séparés, la violence policière vient les rapprocher, selon l'historien Ludovic Bantini dans son livre 68. Je vous le conseille aussi. Cet appel à la grève de 5 principaux syndicats suit de très longues tractations entre de 18h à 18h à la Bourse du Travail de Paris. Alain Gazmar, secrétaire général de SNSUP, insiste pour que les figures du mouvement étudiant soient en tête du cortège à côté des leaders syndicaux qui ne voulaient pas en raison du climat de violence verbale des deux précédentes semaines. La popularité du mouvement fait que le monde défile ensemble dans un mot d'ordre commun. 10 ans, ça suffit, qui rassemble car, pour la première fois depuis le retour au pouvoir du général de Gaulle, le régime est remis en cause, expliquera Alain Gazmar, secrétaire général de l'UNSUP. Lundi 13 mai. Le lundi 13 mai, une immense manifestation composée de lycéens, d'étudiants et de grévistes ouvriers et employés venus de toute la France traverse Paris. Au milieu de l'après-midi, toutes les artères principales de la rue, dans un polygone de Gare de l'Est, Gare du Nord, Bonne Nouvelle, Châtelet, Bastille, République sont pleines de manifestants. Les syndicats CFDT, la CGT et la FN parlent d'1 million de manifestants. Les estimations les plus sérieuses, surface occupée par les foules de manifestants, étaient de 500 000 personnes. La préfecture de police en démontre 230 000, mais le RTF en annonce 171 000. Bon, on passe d'un demi-million à... Voilà, enfin bref, c'est les calculs. Les syndicats revendiquent également un total de millions de manifestants dans une trentaine de villes au pays. Pour le coup, ça, c'est pas sourcé. Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir avaient demandé les jours précédents à rencontrer une délégation de Nanterre où une assemblée générale a mandaté 2 représentants. Alain Gazmar, Ella Alves, lycéenne de 18 ans, fille d'anarchiste espagnol, reçue chez Simone de Beauvoir jusqu'à 2h du matin, il souligne l'humilité de Sartre, vérifiant
qu'il comprend bien. Cette ligne de discussion vise aussi à écarter Alain Gazmar d'éventuelles violences. Une semaine plus tard, le 20 mai, Sartre va interviewer Daniel Cohn-Bendit sur le programme et les objectifs à long terme des étudiants, même si ce dernier refuse catégoriquement qu'il y en ait, car définir un programme sera inévitablement paralysant, car ce désordre permet aux gens de parler librement. Daniel Cohn-Bendit écrit un mois après que personne chez nous n'a lu Marcuse. Certains lisent Marx, bien sûr, peut-être Bakounine, et peut-être les autres auteurs contemporains, Althusser, Mao, Guevara, Henri Lefebvre, les militants politiques du mouvement du 22 mai, ont à peu près tous lu Sartre. Finalement, la Sorbonne sera rouverte sur ordre du Premier ministre Georges Pompidou et restera un foyer de contestation. Grève au lendemain du 13 mai. Le débrayage général commence le jour de la manifestation, puis, compte tenu de son énorme succès, se poursuit le lendemain, le mardi 14 mai. Au petit jour, 500 métallos de l'usine Chappe de Joigny, en Moselle, débrayaient, reliés quelques temps plus tard par les ouvriers de l'usine Sud Aviation de Bougenais, qui est la première usine occupée, en référence aux occupations de 1936. Puis la grève s'étend petit à petit dans tout le pays. L'appel également lancé par la Sorbonne le 16 mai par le comité d'occupation pour l'occupation immédiate de toutes les usines de France et les formations des conseils ouvriers suscite les craintes des autorités, communiqué du 19 heures de Pompidou. Le chef de l'État, le général de Gaulle, en voyage en Roumanie du 14-19 mai, n'accorde initialement pas beaucoup d'attention à ces manifestations. Alors le gars, il y a la plus grande grève qui se passe et lui, il est au Club Med, en train de sucrer les fraises, enfin bref. Il laisse son Premier ministre s'en occuper. On dira de celui-ci que plus tard que rares sont les hommes politiques comme tels que M. Pompidou pour encaisser à ce point pendant les insultes. Les situationnistes se retirent de la Sorbonne le 17 mai après avoir constaté l'impossibilité de faire respecter la démocratie directe qu'ils avaient tenté d'instaurer par le comité d'occupation élu. Ils ont créé le Conseil pour le maintien des occupations, le DULM, pour tenter de susciter l'auto-organisation du prolétariat ouvrier dans les usines. Les différents léninistes présents et les JCR s'emparent alors du pouvoir de la Sorbonne, qui ne lâche plus jusqu'à l'évacuation au mois de juin après les défaites de la grève. Grève générale. Sans aucun mot d'ordre et à la surprise des responsables de chaque camp, la grève générale symbolique prévue le 13 mai ne s'arrête pas à ce jour-là. Le mouvement n'est au contraire que s'étendre rapidement les jours suivants. C'est la première grève générale sauvage de l'histoire. La première grève sauvage de l'histoire. C'est aussi la première fois qu'une grève générale paralyse un pays entier parvenu au stade de la société de consommation. Et c'est pourquoi les réactionnaires détestent ce mouvement. Des grèves et occupations d'usines spontanées se multiplient. La première a eu lieu à l'usine Sud Aviation Bougenais en Loire-Atlantique et le 14 mai avec 2682 salariés. Cette grève ouvrière à Nantes sera à la fois le premier et le plus long des mouvements ouvriers de mai 68 prenant fin le 14 juin. Dans le Nord-Pas-de-Calais, là où la plus grande manifestation eut lieu le 11 mai, 85% des mineurs sont en grève et des meetings géants se succèdent chez Usinor d'Hénin. Source citée. Le 22 mai, 10 millions de salariés ne travaillent pas en grève ou empêchés de travailler. Les syndicats, débordés par la poursuite de ces grèves spontanées au-delà de la journée du 13 mai, reprennent petit à petit la tête du mouvement. L'acceptation des grévistes sauvages de l'autorité et de leurs syndicats de tutelle immobilise la grève dans une situation de statu quo qui perdure jusqu'au 30 mai, référence nécessaire. De la sorte, les portes des usines se referment devant les manifestations des étudiants venus défiler à Bilancourt, aux grandes dames des gauchistes, qui rêvent d'une union sacrée entre intellectuels et ouvriers. Mais les ouvriers eux-mêmes se méfient de ces étudiants qui s'identifient à la classe de montante de leurs dirigeants actuels. Cependant, les syndicats, par cette action, n'isolent pas seulement les mouvements des influences petites bourgeoises des étudiants, mais aussi des travailleurs d'autres entreprises et empêchent de la sorte qu'ils se reconnaissent ainsi dans les intérêts communs dans cette lutte. Quels qu'ils soient, leurs revendications du mouvement ne peuvent être en aucun cas alignées sur les revendications typiques des grèves classiques lancées par la CGT ou la CFDT. Certains restent, certes traditionnels et par certains côtés, augmentation de salaire, meilleures conditions de travail, mais d'autres sont nouvelles. Il s'agit en effet de revendications qualitatives, autonomie, responsabilité des salariés, forme de cogestion des entreprises, etc. Le Parti communiste marxiste-léniniste de France, dans l'édition du 22 mai 68, dans son journal L'Humanité Nouvelle, parle d'une première victoire révolutionnaire et de Pompidou capitulant devant la grève générale et les mobilisations des étudiants et ouvriers. Libération de la parole. Dans tout le pays, la parole se libère et devient pour quelques semaines la raison d'être des Français. Enthousiasmés ou catastrophés, dubitatifs ou méditatifs, chacun selon sa sensibilité participe ou observe.
Des dialogues intenses se nouent dans les rues, entre inconnus et à travers les générations. L'un des symptômes de ces lieux de débat est le théâtre de l'Odéon à Paris qui, à partir du 16 mai, selon le communiqué lu lors d'une conférence de presse télévisée, devient un lieu de rencontre entre ouvriers, étudiants, artistes et comédiens. Sourcé. Il devient aussi un lieu où l'on peut entendre s'affronter dans des débats pris très au sérieux, jour et nuit, quelques syndicalistes délégués de chez Renault, des ménagères du quartier, des étudiants, un groupe de jeunes de droite de Neuilly-sur-Seine, un groupe de lycéens d'une banlieue ouvrière, des artistes célèbres, Michel Piccoli, Raymond Rouleau, Samy Frey, des professeurs, un conseiller municipal ou 2 cadres d'entreprise, pendant que quelques défenseurs de la libération sexuelle se retrouvent dans les coulisses du théâtre. De son côté, Jacques Chirac est mandaté par Pompidou pour aller rencontrer clandestinement les syndicats afin de préparer les futures négociations aux références nécessaires. Les syndicats étant, il est vrai, les seuls à encore tenir à peu près le pays alors que l'autorité de l'État est devenue pratiquement inexistante et le palais de l'Élysée est complètement un fantoche, selon les témoignages de Michel Gebert. Michel Gebert, voilà, référence nécessaire. Basculement. Le mouvement de grève s'approfondit et devient politique. Dans ce contexte, le général de Gaulle apparaît flottant et dépassé. Alors que son intervention télévisée du 24 mai, où il propose un référendum destiné à lui permettre d'obtenir par le suffrage de la nation un mandat pour la rénovation, est tombé à plat de son propre aveu et n'a suscité qu'une nouvelle nuit de barricades parisiennes plus violente que la précédente. Une alternative semble s'esquisser, non sans mal à gauche. Certains, comme François Mitterrand, parle d'un gouvernement provisoire qui serait dirigé par Pierre Mendès France. C'est aussi vers ce dernier que se tournent beaucoup de regards, jusque la part de centristes et de certains des hommes de droite. C'est en lui aussi que mettent leurs espoirs les organisateurs CFDT, FEN, UNEF et administrateurs de mai du rassemblement du 27 mai au stade Charletti. Stade Charletti. Le truc qui saute en même temps, c'est désagréable. La situation étant visiblement trop dangereuse pour le PCF, avec notamment la nuit du 24 qui a pris un tour insurrectionnel, le parti, par l'intermédiaire des syndicats, accueille avec bienveillance la proposition de concertation émanant du Premier ministre Georges Pompidou afin d'obtenir au plus vite, par la concession d'avantages quantitatifs, la reprise du travail par les travailleurs. Encore une fois, le PCF a encore montré que c'était des bâtards. Voilà, encore une fois, tiens, bande de charognes. C'est vraiment le... En dernière instance, je crois qu'il y avait le livre de Paul Matic qui avait... C'était le marxisme, dernier refuge de la bourgeoisie. Très bon livre, j'ai entendu que des très bons échos sur ce livre. Je le mettrai dans la liste de la description parce que c'est... voilà, ça peut faire plaisir. Les accords de Grenelle du 27 mai, négociés entre Pompidou, le patronat et les syndicats, laissent croire à un moment à la reprise du travail en échange d'une fournée d'acquis sociaux. Les acquis envisagés sont sans précédent depuis la Libération, voire depuis les accords de Matignon le 7 juin 1936, mais aussi sans commune mesure avec ces mêmes accords, ceux de Grenelle étant plus à même d'être mis en cause que ceux de 1936. Droit syndical dans l'entreprise, augmentation du SMIC de 35%, paiement des jours de grève à 50%, etc. Oui, il n'y a aucune mesure pour les étudiants. Je vous le dis, voilà. On va spoiler. Le point de basculement coïncide avec l'annonce des accords de Grenelle faite par le secrétaire général de la CGT, Georges Séguy, aux ouvriers de Boulogne-Billancourt. Malgré la version officielle qui atteste que Séguy était venu se faire applaudir auprès des ouvriers pour les accords qu'il avait obtenus, certaines sources avancent contradictoirement que le PCF savait ou avait décidé, avant même de l'annonce de Séguy, que la grève devait continuer, peut-être en raison de la menace que représentait à la droite du PCF la montée en puissance de l'alternative Mendès France qui ralliait depuis le rassemblement du stade Charletti le 27 mai nombre de sympathisants appartenant à la gauche modérée. Quoi qu'il en soit, à partir du refus manifesté par les ouvriers de Boulogne-Billancourt, la base rejette les accords et aucun espoir de reprise de travail ne se profile pour le pouvoir. Je vois un peu la scène un peu à la 300, les Spartiates. Salariés, quel est votre métier? Non, on reprend pas le travail. C'est à peu près ça qui se joue. C'est ce qui rend la capitulation à la fin d'autant plus triste. Le PCF est dubitatif et menacé d'être débordé, désespérant de sauver le gaullisme avec qui il est malgré les divergences liées depuis la résistance. Ce moment est délicieux.
Il s'apprête à contre-cœur, mais aussi sans aucune solution de rechange, à lui succéder au pouvoir. Il fait défiler ses troupes en bon ordre le 29 dans un parti désert pour exiger un mouvement populaire au contour imprécis, mais dont il serait une partie prenante essentielle. La France semble prête à basculer dans un nouveau régime, personne ne croyant à ce moment au retour du général aux affaires. Je crois que c'est ce passage-là, je pense qu'il est le plus savoureux sur le PCF, sur le côté traître du PCF, qui malheureusement, enfin, quand on ouvre quelques bouquins sur la lutte, sur les luttes sociales, en tout cas du XXe siècle, le PCF, en dernière instance, trahit. Donc ceux qui veulent vraiment un retour du PCF veulent un retour des traîtres. Voilà, tout simplement. Enfin voilà, même si le PCF pouvait avoir potentiellement ses bons côtés, mais en dernière instance, c'était une structure contre-révolutionnaire. Voilà, tout simplement. Donc on va continuer. Dissolution de l'Assemblée nationale. C'est justement ce 29 mai qu'au plus fort de la contestation et du désarroi, De Gaulle disparaît pendant plusieurs heures à la surprise générale. Pompidou et la majorité sont alors plongés dans une certaine angoisse. Sans prévenir personne, De Gaulle va consulter le maréchal Massieu en Allemagne au lieu de se rendre comme annoncé à Colombey. Veut-il s'assurer symboliquement le soutien de l'armée, dont nul ne souhaite en réalité l'intervention? Veut-il déconcerter l'adversaire et jouer sur la peur du vide, alors que l'opinion commence à se retourner devant l'absence de perspective du mouvement, épuisé et déconcerté? A-t-il eu un authentique moment de passage à vide, voire la tentation de se retirer? Il semble que toutes ces raisons se soient conjuguées. Dans un entretien avec Michel Droit en 68, De Gaulle déclare « Le 29 mai, j'ai eu la tentation de me retirer. Et puis en même temps, j'ai pensé que si je partais, la subversion France menaçante allait déferler et emporter la République. Alors une fois de plus, je me suis résolu. » Oui, sourcé. Revenu à Paris le lendemain, le 30 mai, De Gaulle accepte la proposition de Georges Pompidou pour dissoudre l'Assemblée nationale pour organiser de nouvelles élections législatives. Excusez-moi. L'après-midi, tandis qu'une marche de soutien au gouvernement menée par André Malraux et Michel Debré réunit sur les Champs-Élysées entre 300 000 selon la préfecture et 1 million de manifestants selon les gaullistes, De Gaulle fait un discours offensif. Il annonce qu'il ne se retire pas et qu'il ne change pas de Premier ministre. Il organise des élections législatives anticipées, à moins qu'on entende bâillonner le peuple français tout entier en l'empêchant de s'exprimer, en même temps que l'on empêche de vivre par les mêmes moyens que l'on empêche les étudiants d'étudier, les enseignants de signer, les travailleurs de travailler. Je pense que c'est surtout ça le problème. Les travailleurs de travailler. De la sorte, De Gaulle fait ressortir dans son discours la vieille rivalité entre le Parti communiste et le gaullisme pour ne pas mettre en avant leurs intérêts communs et à ce que le mouvement n'aille pas plus loin. Ces moyens sont l'intimidation, l'intoxication, la tyrannie exercée par des groupes organisés de longue main, en conséquence, et par un parti qui est une entreprise totalitaire, même s'il a déjà des rivaux à cet égard. Il annonce aussi qu'il est prêt à mettre en œuvre l'article 16 de la Constitution qui permet au chef de l'État, dans des circonstances jugées exceptionnelles, de s'octroyer le pouvoir absolu dans le pays si le peuple ne se plie pas à ses élections. À ses décisions, pardon. Il y a un article comme ça dans la Constitution. D'accord, ok. Article 16. Hein. Si donc cette situation de force se maintient, je devrais, pour maintenir la République, prendre conformément à la Constitution d'autres voies que le scrutin immédiat du pays. Le PCF se rallie aux élections annoncées par le général, quel que soit le prix à payer pour lui ultérieurement. Quelle bande de bâtards au PCF, putain, c'était vraiment des sacs à merde, hein. Tant mieux qu'ils aient disparu quelque part. Dans son communiqué le 30 mai, le Parti communiste marxiste-léniniste de France dénonce alors les accents d'apprenti dictateur de De Gaulle comparé à Napoléon Ier au moment du 18 Brumaire et met en garde les travailleurs contre le danger fasciste tout en pointant la responsabilité des révisionnistes, c'est-à-dire la direction du PCF et de la CGT. Pour le coup, quand même. Et je rappelle que dissolution de l'Assemblée nationale, il n'y a pas de carré orange ni rouge. Tout est sourcé. Rien n'est inventé. En tout cas, c'est du solide. Donc, je vous laisse à votre nostalgie gaullienne, chers amis. Donc, reprenons après la dissolution de l'Assemblée nationale. Juin, fin du mouvement et affrontement. Ah merde, les meilleures choses ont une fin malheureusement. Le 31 mai, l'essence revient dans les stations-service et la presse rapporte que les chars convergent vers Paris et que des unités en armes en regroupent en camp à Frileuse, la police et l'armée reprennent possession d'émetteurs de l'ORTF occupés.
Après des élections organisées dans les entreprises souvent truquées pour pousser branche par branche la reprise du travail, référence nécessaire, mais ça me semble un mouvement assez logique finalement, alors que la base depuis le 27 avait rejeté unanimement les accords de Grenelle, les syndicats laissent place au CRS pour chasser les derniers récalcitrants et éteindre ici et là les derniers brasiers de révolte. Je répète, les syndicats laissent la place au CRS pour chasser les derniers récalcitrants et éteindre ici et là les derniers brasiers de révolte. Ouais. Le peuple, tout ça. Le syndicalisme. Enfin bref. Ainsi, plusieurs épisodes violents se déroulant en début juin et affrontements à Renault-Flins, le 7 et le 10 à Peugeot-Montbéliard à Sochaux, le 11, ont pour conséquence la mort de Gilles Tottin, Pierre Balliot et Henri Blachet. Les grèves cessent progressivement. À coup de matraque, bien évidemment. Une troisième nuit des barricades au quartier latin le 11 et 12 juin n'est plus que le fait d'irréductible. Le 12 juin, plusieurs opérations gauchistes sont dissoutes. L'Odéon et la Sorbonne sont évacuées sans difficulté par la police du 14 et 16 juin. De nombreux journalistes grévistes de l'ORTF sont licenciés tandis que la répression s'abat sur certaines figures de mouvement telles Daniel Cohn-Bendit, interdit durablement de séjour. Voilà, c'est la fin du rêve quoi, la fin de la récréation quelque part. Tellement dommage, putain il y avait tellement à faire. Enfin bref, il y avait tellement de possibilités durant ce mois de juin 68, bordel de merde. Élections législatives de fin juin. Les élections des 23 et 30 juin s'achèvent sur un raz-de-marée électoral pour les gaullistes, dont le groupe emporte la majorité absolue à l'Assemblée, situation sans précédent. Mais ces jours ont aussi porté en germe un net refroidissement des relations entre Georges Pompidou et le général de Gaulle. Aussitôt les élections remportées, ces derniers le remplacent par Maurice Couve de Murville à la tête du gouvernement. Je sais pas du tout qui c'est. Néanmoins, les Français ont appris à apprécier en ces jours-là le vrai vainqueur de la crise. De Gaulle n'est plus irremplaçable et après l'échec du référendum du 27 avril 69, suivi de sa démission immédiate, Georges Pompidou accède à l'Élysée après élection. De Gaulle, pour sa part, vote depuis l'Irlande où il prend quelques jours de vacances avec son épouse. L'échec politique du mouvement n'empêche pas un certain succès social et culturel. Jamais ratifiés, les accords de Grenelle sont tacitement appliqués un temps avant d'être, les années passant, en grande partie absorbées par les multiples réformes, en particulier le passage du salaire minimum à 600 francs par environ 750 € en 2018. Référence nécessaire voire INSEE. L'université napoléonienne est démantelée en 68 par la loi Faure, la décentralisation relancée. Si la tentative du Premier ministre Jacques Chaban-Delmas de satisfaire certaines aspirations de mai 68 se heurte au plus grand conservatisme de Pompidou, d'autres demandes sont satisfaites par le président Valéry Giscard d'Estaing en 1974, dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse, fin de la censure, majorité civile à 18 ans, etc. Puis par la gauche au pouvoir après 81, libération de l'audiovisuel, loi des fers sur la décentralisation, etc. En gros, voilà, c'est plus de 10 ans après, bon voilà quoi, c'est ridicule. Morts et blessés. Les événements ont causé à l'échelle nationale la mort d'au moins 5 à 7 personnes. Le chiffre probable est de 7 morts, toutes survenues après le 24 mai. À comparer toutefois avec les nombreux morts de la manifestation du 17 octobre 61 et de la manifestation de juillet 53. Le 24 mai, au petit matin, sur la barricade rue des Écoles à Paris, on retrouve le corps de Philippe Matérion, 26 ans, blessé par les éclats de grenades offensives. L'autopsie du corps est demeurée secrète. Il a dû glisser sur une peau de banane, j'imagine. Le 30 mai, dans le Calvados, les forces de l'ordre tirent à balles réelles et tuent un jeune homme. Ah quand même, ouais, ils ont tiré quand même à balles réelles, hein. Ça déconne zéro. Le 10 juin, le lycéen Gilles Tottin, 17 ans, meurt noyé dans la Seine en tentant d'échapper à une charge de gendarmes mobiles aux apports de l'usine Renault de Flins à Meulan, dans les Yvelines. Ça n'a pas changé, je pense. Le 11 juin, à l'usine Peugeot de Sochaux-Montbéliard, un CRS tue Pierre Bello, ouvrier serrurier de 24 ans, d'une balle de 9 mm. Plusieurs ouvriers sont touchés par balle. On relève un autre ouvrier, Henri Blachet, 49 ans, qui, déséquilibré par une grenade offensive, tombe d'un parapet et meurt sur le crâne fracturé. Bizarre, il n'y a pas de CRS qui sont morts, c'est trop bizarre. De plus, selon Raymond Marcellin, nommé ministre de l'Intérieur le 31 mai 68, les affrontements avec les forces de l'ordre ont fait environ 2000 blessés, dont 200 graves. On crédite parfois le préfet
parfois le préfet de police de Paris, Maurice Grimaud, d'avoir évité tout mort à Paris, notamment grâce à sa lettre aux policiers. Je veux leur parler d'un sujet que nous n'avons pas le droit de passer sous silence, celui des excès dans l'emploi de la force. On oublie souvent que son appel à la modération dans la répression vient bien tard, le 29 mai, alors que de nombreux actes de dérapage des forces de l'ordre ont eu lieu depuis le premier jour du mouvement. Et je vous rappelle que l'ancien préfet, c'était Maurice Papon, un criminel de guerre. Bon, après, chacun va fantasmer sur cette époque. Enfin, bref. Maurice Grimaud signale de plus qu'un CRS, le commandant Jougnac, est gravement blessé au front par un pavé jeté des toits. Dans la nuit du 10 au 11 mai, rue Gay-Lussac à Paris, il meurt un an plus tard dans un accident de voiture à la suite d'un malaise occasionné par les séquelles de sa blessure. On s'en bat les couilles, frère. On s'en bat les couilles, frère. Je m'en bats les couilles, mais d'une force. Genre, il meurt des séquelles d'un pavé dans la gueule. Bah, il avait qu'à pas être là. C'est simple. C'est... par contre, là, les 9 mm, les balles dans la tête... Non, là, c'est... Il y a ma cache, là, hein. Oh là là, cette indignation sélective. Bordel de merde. Oh là, il y a tout un paragraphe apparemment sur la mort du commissaire René Lacroix à Lyon. La mort qui cause le plus de retentissement est celle du commissaire René Lacroix à Lyon dans la nuit du 24 mai. Selon les dires de la police qui se sont révélés faux 2 ans plus tard lors du procès Raton et Amank. Ça va, on a l'habitude de toute façon de ce genre de conneries. Il est mort écrasé par un camion dont la pédale d'accélérateur est bloquée. En 2008, lors des 40 ans de mai 68, un témoin affirme avoir vu ce camion envoyé de derrière. Il a foncé tout droit puis a calé devant la première rangée de forces de l'ordre. La pierre sur l'accélérateur avait certainement sauté, sans écraser quiconque. Oh bah tiens. Dans le rapport d'autopsie publié dans le bulletin de médecine légale et de toxicologie médicale de novembre à décembre 70, les docteurs Vétrine et Vitani, médecins légistes, confirment les constatations du docteur Louis-Paul Rousset, chirurgien de garde de l'hôpital Édouard Herriot de Lyon. Ce document de médecine légale, qui précise l'étendue et la gravité des lésions, permet d'affirmer que le décès du commissaire Lacroix est bien consécutif à un choc traumatique et hémorragique secondaire à l'écrasement dont il a été victime. Il avait qu'à se mettre au tricot. Cependant, ces conclusions de ces médecins légistes font l'objet de controverses. En 70, lors d'un procès de Raton à Minche, accusé d'être à l'origine de la mort du commissaire Lacroix, ce procès est le théâtre d'un énorme rebondissement le dernier jour. Le témoignage du docteur Gramont, l'interne de l'hôpital Édouard Herriot, qui s'est chargé du commissaire Lacroix et qui a conclu à un infarctus. Ce médecin avait lu dans les journaux que le commissaire avait été renversé par le camion, c'est qu'il avait brisé plusieurs côtes. Du coup, il avait décidé de venir spontanément à la barre pour dire que c'était faux et que le policier représentait tous les signes d'un infarctus. Ah, mais c'est dommage, hein, bah tiens. Ah, c'est dommage. Selon le docteur Gramont, alors interne à l'hôpital et qui s'est chargé du commissaire Lacroix aux urgences, le commissaire Lacroix est mort d'une crise cardiaque plus d'1 heure après son arrivée aux urgences de l'hôpital Herriot. Le commissaire venait d'avoir un infarctus. C'est en lui faisant un massage cardiaque que je lui ai cassé plusieurs côtes. Sur les électrocardiogrammes, on doit voir qu'il est mort d'un infarctus, mais ses preuves ont disparu. Le 26 septembre 70, Raton et Minche sont relaxés. C'est bizarre quand même, hein. Puis ça, les preuves qui disparaissent. Hocus pocus. Ouais. On y croit. Le décès du commissaire Lacroix constitue un basculement dans la perception des événements par la population et va entraîner la division de la gauche, notamment à travers les désolidarisations du PCF, de la CGT et de la manifestation. Les étudiants n'apparaissent plus comme les victimes d'une répression policière excessive, mais comme les responsables de violences meurtrières. Oui. Ouais, bien sûr, c'est les mecs en converse qui font peur au Robocop, hein, bien évidemment. Effectivement, ouais. Tout le monde est en train de trembler devant un étudiant de lettres modernes, mais évidemment, c'est une terreur. Hein. Attention, hein. Conséquence mai 68, et on est bientôt sur la fin, chers amis, donc je pense que je vais abréger parce que, bon, la chose commence vraiment à devenir un peu pesant. Enfin bref, mai 68, c'est extrêmement dense, c'est un simple basique, faut pas que ça fasse 1h30. Donc là, vu que j'enregistre par fragments, c'est bon, je ne sais pas combien de temps, mais à mon avis, je dois frôler un peu l'heure, on va dire, donc à un moment donné, 1 heure de truc. Donc enfin bref, on va un peu abréger sur les conséquences. Je vais parler du politique, enfin bref, on va voir. Ok. Et conséquences de mai 68, sur le plan politique, les accords de Grenelle.
Une augmentation de 35% du SMIC à 600 francs par mois et de 10% des salaires, la création de la section syndicale d'entreprise actée par la loi du 26 décembre 68 font entre autres l'objet des accords de Grenelle, à la suite des négociations menées en particulier par le jeune haut fonctionnaire Jacques Chirac. Et la reprise du travail s'effectue progressivement au début du mois de juin. La police et la gendarmerie évacuent au fur et à mesure les différents lieux occupés. Le décret de dissolution du 12 juin 68. Le décret présidentiel du 12 juin 68, en application à la loi du 10 janvier 36 sur les groupes de combat et milices privées, dissout 11 mouvements jugés extrémistes, donc la Fédération des étudiants révolutionnaires, lambertistes, la JCR et le Parti communiste international. Alain Krivine est emprisonné le juin 68 à l'automne. Malgré la dissolution, les deux organisations fusionnent, donnant naissance en 69 en Allemagne la Ligue communiste qui est dissoute en 73. Le mouvement du 22 mars, le Parti communiste marxiste-léniniste de France qui entre dans la clandestinité, l'Organisation communiste internationale, l'Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes liée à Louis Althusser, elle donne naissance à la gauche prolétarienne et Voix ouvrière. Le décret épargne toutefois l'organisation extrême droite Occident. Ce serait dommage. René Capitan, ministre de la Justice, argue le mouvement Occident a employé la violence parfois, mais il ne s'est pas dévoilé comme un mouvement subversif. Quelle bande de bâtards, quoi. La dissolution de l'Organisation communiste internationaliste et de la Fédération des étudiants révolutionnaires et du groupe Révolte est annulée. À la suite de 3 requêtes, l'un émanant de Pierre Boussel, alias Lambert, pour l'annulation du décret en raison d'un excès du pouvoir accepté par le Conseil d'État. L'international situationniste, qui apparaît rétrospectivement comme le mouvement le plus subversif et qui a le plus inspiré les idées de mai 68, n'est pas concerné par ce décret de dissolution, mais ses membres jugent préférable de s'exiler un temps en Belgique. Enfin bref, on va un peu abréger. Bon, changement dans la sphère culturelle, peut-être un peu plus intéressant. De manière générale, mai 68 a été une des plus grandes contestations de l'ordre existant, la singularité française et le lien entre la contestation intellectuelle et le monde ouvrier. Mai 68 est une ouverture brutale de la culture française au dialogue social et médiatique, qui s'infile dans tous les rouages de la société et l'intimité familiale, et une étape importante de la prise de conscience de la mondialisation de la société moderne, après les guerres mondiales et la remise en cause du modèle occidental de la société de consommation. L'une des principales influences de mai 68 se situe au niveau socio-culturel, comme l'a reconnu François Mitterrand lors du 20e anniversaire de mai 68. On assiste à une désaffection des Français pour la sphère publique et politique et pour le militantisme en général, malheureusement. Les événements de 68 marquent une division politique qui a des répercussions dans la société française, par exemple lors de la scission de l'université de Lyon 2 en 73. Actuellement, on situe parfois les personnalités politiques selon le côté de la barricade où elles se situaient. Le qualificatif péjoratif de gauchiste créé par Lénine dans les années 20 dans la maladie infantile du communisme, le gauchisme entre alors dans le langage courant. Les nouvelles valeurs apparaissent, elles sont notamment centrées autour de l'autonomie et l'anti-autoritarisme, la primauté de la réalisation personnelle, la créativité, la pluridisciplinarité et la valorisation de l'individu impliquant le refus des règles traditionnelles de la société et la remise en cause de l'autorité. La redéfinition de nouvelles règles se construit autour de l'idée d'autogestion et de communautarisme. Le concept d'autogestion est concurrencé par celui de cogestion, cher à Edgar Faure dans sa réforme de l'enseignement qui suit d'une manière générale très en vogue dans les organisations politiques inquiètes de cette évolution jugée anarchique. On considère souvent la libération sexuelle comme l'un des grands thèmes de mai 68. En réalité, ce n'est que les années suivantes, 70 à 75 essentiellement, que les débats sur les mœurs prennent place, corrélativement à l'arrivée des contraceptifs modernes. Le féminisme actuel se développe durant ces années, avec son mouvement le plus radical, le mouvement de libération des femmes, dont la première manifestation publique aura lieu en 70 et qui joue un grand rôle dans l'implosion du militantisme traditionnel au profit des thèmes féministes, comme l'instauration de l'avortement en 75. La remise en cause de la répartition des tâches dans le couple. Qu'est-ce qui est le plus long? Faire cuire un steak d'un révolutionnaire ou celui d'un bourgeois? La naissance sans violence. La dénonciation des régimes communistes réformistes se confirme. Publication de l'archipel du Goulag, Cri des pierres. Cette désillusion concernant le communisme, juste après un engagement politique intense, notamment des maoïstes et dans l'extrême gauche, qui apparurent un temps parmi les jeunes comme une alternative plus authentique, débouchera sur un pessimisme généralisé dans les milieux de gauche, un auto-dénigrement systématique de tout ce qui a pu exister avant 68. Comme si on ne savait pas que les léninistes étaient, les sociétés léninistes étaient pourquoi les anarchistes sont pas allés vivre en URSS, à leur rester dans la démocratie libérale? À un moment donné, posez-vous la question, quoi, putain. Bref.
L'influence de mai 68 est manifeste dans la pédagogie scolaire en France. De discipline, l'élève devient un sujet pouvant intervenir dans la pédagogie dont il est de l'objet. C'est la coéducation. La dimension de la parole libre, du débat s'accroît. La discipline autoritaire fait place à la participation aux décisions. Les enseignants ont été parfois déstabilisés dans l'idée qu'ils se faisaient de leur métier. On a critiqué ensuite cette évolution jugée souvent trop permissive. Référence nécessaire. Elle a aussi été à l'origine de la participation des élèves et des parents au conseil de classe et de la redéfinition des règlements scolaires dans l'établissement dès juin 68. Dans le domaine économique et social, le conflit de la société libre conduit Charles Plaget du syndicat CFDT à Besançon en 1973 est une illustration très médiatisée de cette évolution, avec une expérience de mise en œuvre de l'autogestion en entreprise. Cette influence a eu aussi des conséquences en 1973 dans les mouvements de remise en cause de l'armée et de la force de frappe nucléaire et d'une manière générale les mouvements écologiques et antimilitaristes dont est issu José Bové, le courant de la non-violence, et les fameuses ONG comme Médecins sans frontières, Bernard Kouchner, etc., directement issues de la prise de conscience planétaire du mouvement de mai 68. C'est aussi la période de naissance de l'idée de halte à la décroissance, titre de publication du Club de Rome fondé en 68. Si l'on croit le magazine L'Expansion, le rythme actuel d'augmentation de productivité s'accrut alors que les 3 années qui suivirent mai 68. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là, parce qu'après il y a la libération sexuelle, les analyses, bon là j'ai envie de vomir quelque part. Donc n'hésitez pas réellement à aller... la bibliographie n'est pas vraiment intéressante. Je mettrai quelques bouquins dans la description, vraiment synthétiques, vraiment peut-être d'autres plus épais. Bon, notamment j'ai un livre d'à peu près de 1000 pages sur mai 68 que je n'ai pas encore lu, mais bon, j'ai lu quand même pas mal sur le sujet. Mais voilà, c'est... mai 68, ce n'est pas ce qu'en disent les Sora, tous les rouges, enfin tous les ventoses, les Tabibian et les... Qu'est-ce que j'en sais encore, ou même Kluskar d'ailleurs. Mai 68 a fait trembler le monde. Enfin, c'est-à-dire qu'aussi mai 68 était situé dans une période historique dans le monde entier, mais a participé, en tout cas en France, à refaire trembler l'ordre. De Gaulle commençait à bégayer, je ne sais pas si vous vous rendiez compte quand même. Hein. Et surtout, objectivement, c'est le dernier mouvement vraiment révolutionnaire d'ampleur, même si on peut peut-être un peu émettre la théorie que peut-être que les gens qui ont participé à ce moment-là, à mai 68, n'avaient pas réellement conscience de ce qui se passait. C'est un énorme sbeul, mais est-ce qu'on leur disait, si j'avais une DeLorean et j'allais leur dire, wesh les camarades, à un moment donné, ce que vous faites, si vous allez au bout, ça peut faire but. Donc là, ils seraient en train de dire, ah bon, vraiment, nous, on voulait foutre le sbeul. Je pense que ils n'avaient pas conscience d'eux-mêmes. C'est un peu comme en Coupe de France, comme une équipe une équipe d'amateurs qui fait limite inquiète, on va dire le Paris Saint-Germain ou le Real de Madrid, et finalement psychologiquement on n'arrive pas à se dire on peut l'emporter, on peut gagner. C'est-à-dire que déjà faire match nul, déjà on arrive à faire à peu près jeu égal, déjà c'est une victoire en soi. Mais je pense qu'il y a un peu de ça quand même dans tout ça, c'est qu'ils peut-être ils n'ont pas saisi le moment historique dans lequel ils participaient. Je pense pas réellement qu'ils aient vraiment réalisé. Enfin bref, voilà, les étudiants aussi n'ont rien eu, voilà, concrètement. Les accords de Grenelle, c'était uniquement les salariés, bon voilà quoi. Mais voilà, c'est pour ceux qui veulent réduire mai 68 aux étudiants, les étudiants n'ont rien eu aux accords de Grenelle. Donc à un moment donné, résout la contradiction quelque part. Donc voilà, mai 68 n'a rien à voir avec un truc libéral-libertaire chelou, c'était une révolution, c'était un soulèvement teinté de pensée libertaire, même si je pense que les individus ne se revendiquaient pas clairement libertaires, mais dans les faits, c'était libertaire. Même s'il y avait des trotskistes, des machins, des luttes de pouvoir, etc. Dans les faits, mai 68 reste quand même plutôt orienté libertaire. Le PCF commençait à bégayer, il collaborait, il signait, on signe, on participe, on collabore. Quelle bande de bâtards. Enfin bref, c'était le basique sur mai 68. Enfin, il a été fait. C'était Martin Eden en direct du Goulag. Bisous à vous.